Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier Facebook Live Coding organisé par Junior Maker Place. De quoi s'agit-il? Alors, pendant une petite heure, 1 heure et quart, on verra bien le temps réellement que ça va nous prendre, parce que c'est une grande première pour moi, peut-être une grande première aussi pour vous. Nous allons réaliser un jeu vidéo sur le thème de la Coupe du Monde de football à l'aide du langage et du logiciel Scratch. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas téléchargé, je vais vous mettre à l'instant à l'écran le lien de téléchargement. Installer Scratch est nécessaire pour que vous puissiez suivre ce tutoriel en live. Alors pour télécharger Scratch, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur l'adresse affichée à l'écran, donc https://scratch.mit.edu/download. Donc je la laisse un petit peu affichée, vous puissiez la noter, la télécharger, et vous rendre sur cette adresse, télécharger le logiciel et l'installer. Alors Scratch est totalement gratuit, c'est un langage développé par le MIT, la célèbre université américaine, qui a voulu en fait vulgariser le développement et le rendre accessible aux plus jeunes. Donc c'est avant tout un langage et un logiciel éducatif. Alors, bien entendu, ce n'est pas utilisé dans l'entreprise, mais cela offre de nombreuses possibilités et surtout de nombreux apprentissages de logique et de logique nécessaire à l'apprentissage d'autres langages tels que Java, Python et autres qui eux sont utilisés dans le domaine professionnel. Avant d'aller plus loin, avant de commencer notre codage proprement dit, je vais vous laisser télécharger, installer le Scratch et je vais peut-être un peu aussi vous expliquer qui je suis et pourquoi je fais ça ce soir. Eh bien, je me présente, donc je m'appelle Aurélien, comme c'est indiqué en bas de l'écran, et je suis le dirigeant de la société Junior Maker Place. Junior Maker Place, c'est une entreprise, ou plutôt une école, installée dans le nord de la France, dont l'objectif est d'apprendre à coder aux enfants âgés de 7 à 18 ans. Apprendre à coder, bien sûr, c'est une activité que l'on fait depuis peu dans les écoles, mais que l'on fait peut-être aussi depuis un peu plus longtemps dans les collèges et dans les lycées. Le codage est nécessaire pour comprendre le monde de demain. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Ne faut-il pas mieux savoir coder l'intelligence artificielle plutôt que d'être codé ou d'être piloté par cette intelligence artificielle? C'est partant de ce principe que je me suis dit, il faut en effet sensibiliser les jeunes au codage. Alors bien sûr, j'ai un passé moi-même de développeur, ça fait une douzaine d'années que j'exerce en tant que développeur web, mobile, chef de projet dans la partie web. Donc c'est un monde que je connais. Voilà, c'est très important de prendre conscience de ça. Les apprentissages que l'on fait dans cette école sont issus du monde professionnel. Donc Junior Maker Place, comme je l'ai dit, est installé dans le nord de la France, 7 à 18 ans au niveau des participants, et ce que l'on peut y faire dans cette école, c'est obtenir des certifications selon un programme établi et selon un cahier pédagogique préétabli également. Il ne s'agit pas d'obtenir un diplôme. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à l'éducation nationale. Nous sommes juste là, en tant que structure éducative, aidant les enfants à devenir experts ou plus ou moins initiés dans les nouvelles technologies et dans leurs préoccupations et dans leur prise en charge. Voilà donc un peu ce que c'est Junior Maker Place. Pour celles et ceux qui sont plus intéressés par ça, je vous invite à rendre visite sur notre site www.juniormakerplace.fr. Alors je remets l'adresse web pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc il suffit de télécharger Scratch, un logiciel gratuit qui s'installe assez facilement sur les PC, est disponible à cette adresse https://scratch.mit.edu/download. Alors, qu'allons-nous faire ce soir? Ce soir, nous allons créer un jeu vidéo basé sur le thème de la Coupe du Monde de football. Alors, très simple, nous n'allons pas non plus créer un jeu à la Fortnite en 3D, avec des personnages 3D, des actions. Non, on va juste faire un jeu où le joueur prendra la place du gardien de but et devra faire en sorte que les ballons ne rentrent pas dans ses buts. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez installé Scratch, sachez également qu'on peut l'utiliser en version
online, il vous suffit de créer un compte sur le site de scratch.edu, eh bien nous allons pouvoir commencer ce tutoriel. Donc première chose, nous allons ouvrir Scratch. Donc Scratch, vous allez voir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple et assez facile à prendre en main puisque nous l'avons en français et non pas en anglais comme la plupart des langages de programmation professionnels. Dans la partie gauche de l'écran, on constate quelque chose d'important. Cela s'appelle la scène, donc qui est délimitée du point de ma souris jusque l'autre côté de... Voilà, donc ici ce qu'on appelle la scène. La scène, c'est l'endroit où vont se passer toutes les actions du jeu vidéo. Très important, lorsque nous parlerons de scène, on se référera toujours à cet espace situé à gauche. Au centre, on peut voir un petit chat. Alors, en termes de Scratch, on appelle ça un lutin. Ouais, lutin, dans Scratch, il y en a plein. Il suffit de cliquer sur la petite bibliothèque ici. Et cela ouvre donc tout un ensemble de lutins utilisables dans les jeux vidéo. Donc nous verrons après celui que nous allons utiliser. La scène, le lutin au centre, l'ajout, la suppression de lutin, ça se passe ici dans la partie en bas à gauche de l'écran. Et dans la partie droite, c'est à cet endroit que nous allons mettre en place le code. Comment cela se présente? La partie droite, nous avons trois onglets. Un premier onglet qui s'appelle Script, un second qui s'appelle Costume, et un troisième qui s'appelle Son. Dans la partie Script, nous avons des mots tels qu'apparence, son, stylo, données, contrôle, capteur, ce qu'on appelle des palettes. Et dans chaque palette, nous avons des blocs d'instructions. Par exemple, je vais dans la palette événements, je choisis le bloc d'instructions quand le drapeau vert est cliqué, je le glisse dans la partie de droite, je vais dans la partie son par exemple, je choisis jouer le son miaou que je viens imbriquer à la manière d'un puzzle en dessous de la première brique. En termes d'algorithmie, cela se lit lorsque je clique sur le drapeau vert, il faut jouer le son miaou. Alors, qu'est-ce que c'est que le drapeau vert? Comment on peut retrouver ce drapeau vert? C'est très simple, il se situe dans la partie gauche de l'écran, ici. Lorsque je vais jouer le son, cliquer sur le drapeau vert, le son miaou sera joué. Voilà, j'espère que chez vous, tout fonctionne très bien à ce niveau. Et vous avez compris le fonctionnement de Scratch. Donc c'est un ensemble d'assemblage de blocs d'instructions qui eux-mêmes sont organisés en palettes. Pour le supprimer, je le prends et je le réalise dans la partie ici. Très bien. Une fois que l'on a compris comment fonctionnait Scratch, eh bien, on peut maintenant s'attaquer à la création de notre jeu. Tout d'abord, on va cliquer sur la partie arrière-plan, ici, dans la partie de gauche, et se positionner sur l'onglet arrière-plan. Alors moi, pour plus de visibilité, vous voyez, j'ai réduit la scène pour que vous puissiez voir en détail la partie arrière-plan. Créons à présent le décor de notre jeu vidéo. Le terrain de football est généralement vert, donc nous allons prendre le pot de peinture, choisir la couleur verte et l'ajouter à notre décor. Voilà. Chose faite, nous avons du gazon. Alors bien sûr, on ne voit pas le détail du gazon. Nous avons du gazon vert, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il nous faut pour jouer au football. Maintenant, nous allons dessiner la ligne de but. La ligne de but, elle est de couleur blanche et de forme rectangulaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le rectangle, choisir un rectangle plein ici,
et choisir la couleur blanche. Une fois ces éléments sélectionnés, on va pouvoir donc dessiner notre ligne de but en bas. Voilà, notre scène est à présent terminée. On peut peut-être, si vous le souhaitez, agrandir légèrement la ligne de but. Voilà, bon. Nous avons tous les éléments nécessaires pour que le jeu puisse avoir un décor fonctionnel. Passons maintenant à l'ajout des lutins. Première chose à faire, c'est supprimer le lutin chat qui est présent par défaut, parce qu'on n'en aura pas besoin. Par un clic droit sur le lutin, je choisis l'option supprimer. Et comme par magie, il disparaît. Nous allons ajouter 2 lutins. Le premier lutin, ce sera un paddle. Alors on va essayer de le choisir. Tout est classé par ordre alphabétique. Donc vous descendez, vous déroulez l'ensemble des lutins présents dans la bibliothèque. Hop. On va le retrouver, ça commence par un P, comme paddle. Le voici. Donc on le sélectionne et on appuie sur le bouton OK. Bien, donc ça c'est un premier lutin que nous avons ajouté à la scène. Un lutin paddle. On le positionne, peu importe où dans la scène, mais vous le prenez ou vous le descendez un petit peu, voilà, très bien. Second lutin, nous allons ajouter un ballon. Ça tombe bien, il s'appelle Ball Soccer. Hop, on l'ajoute à la scène. Quoi de plus? Eh bien rien, puisqu'en fait nous avons ici le paddle qui servira de gardien de but et le ballon qui va lui essayer de franchir la ligne de but qu'on a dessinée sur notre scène. Alors, bien entendu avec un ballon c'est simple, on va essayer d'en faire apparaître plusieurs qui eux vont tomber du haut de l'écran vers le bas pour essayer de joindre la ligne de but et le gardien lui va essayer de rattraper tous les ballons. Voilà, un jeu simple, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un jeu 3D, on n'est pas sur un jeu très avancé. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui sur un tutoriel online, Facebook Live, donc tout le monde n'a pas le même niveau aujourd'hui sur Scratch, certains découvrent, d'autres sont déjà experts. Donc l'idée c'est de trouver un petit jeu qui soit simple, efficace et accessible par tous. Continuons maintenant sur le codage du paddle. Le paddle va devoir se déplacer de droite à gauche de l'écran. Alors, avant d'entamer cette partie de déplacement, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important, qu'est la gestion des déplacements dans Scratch. Donc, je reviens un peu sur cette adresse et je vais à présent vous présenter les déplacements dans Scratch. Voilà. Scratch, c'est un ensemble de coordonnées. La scène fait 600 pixels de long, 680 pixels de long, pardon. Et puis 200 de haut, pardon, je suis un peu perdu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour déplacer un lutin sur la scène, au départ, il se situe au centre, aux coordonnées x égale 0 et y égale 0. Lorsqu'on veut le déplacer vers la droite, on constate que la valeur y ne bouge pas. Regardez, y est toujours égal à 0. Par contre, la valeur x, elle augmente. Exemple, le petit lutin Scratch ici se trouve à la valeur x égale 196. Regardez, hop, on est vraiment sur la croisement. Et x égale 196. Cet axe x s'appelle l'axe des abscisses. C'est une valeur et un vocabulaire à retenir puisque nous avons une instruction dans Scratch qui s'appelle abscisse. Pour monter et descendre, Scratch utilise l'autre axe, l'axe des ordonnées, qui s'appelle également y. Dans notre cas, le petit lutin Scratch se trouve
à y égale moins 140. Donc x 196, et on descend à la verticale, y égale moins 140. Alors en effet, ce n'est pas quelque chose d'évident à comprendre tout de suite. C'est en codant, en manipulant, où on se rend compte de l'utilisation de ces valeurs. Revenons à présent sur notre code. Nous allons sélectionner le paddle et nous allons faire en sorte qu'il se déplace avec les flèches directionnelles du clavier. Alors pour ça, nous allons rajouter le bloc d'instruction quand le drapeau vert est cliqué qui se trouve dans la palette événements. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette action est déclenchée lorsque l'utilisateur, lorsque vous allez jouer en cliquant sur le drapeau vert. On va positionner le paddle au centre de l'écran, donc avec une valeur x égale 0, et en bas, alors avec une valeur y. Pour cela, on va être dans la palette apparence, la palette mouvement, pardon, et ensuite se rendre et copier-coller en glissant, voilà le bloc d'instruction aller A. On va changer la valeur moins 130, on va mettre 0, on va mettre moins 140 à la valeur moins 135. Si l'on clique à présent sur le bouton drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? Le paddle se centre automatiquement à la position que l'on lui a indiquée. Dans la partie contrôle, dans la palette contrôle, on a différents blocs qui vont permettre en fait de faire des conditions. Si quelque chose se passe sur le jeu, alors je dois agir de telle façon. Mais aussi des événements plus répétitifs. C'est ce qu'on appelle notamment les blocs de boucle, où on doit répéter 10 fois dans ce cas, ou répéter indéfiniment des actions qui vont se trouver à l'intérieur. Donc dans la palette contrôle, nous allons prendre le bloc répéter indéfiniment, qui va nous servir à écouter les actions qui se passent sur le clavier. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va cliquer ou appuyer avec ses doigts sur les touches directionnelles du clavier, Scratch va dire « Oula, si j'ai cette touche qui est appuyée, alors je dois faire telle action. » Et il va écouter tout le temps, c'est-à-dire que durant toute la partie du jeu, Scratch va écouter. Et donc, durant toute cette partie du jeu, il va répéter indéfiniment l'écoute de l'appui de touche. Donc, comme je viens de dire, c'est si j'appuie sur la flèche droite, alors je dois aller à droite. Si j'appuie sur la flèche gauche, alors, en tant que paddle, je dois aller à gauche. Pour coder ça, c'est très simple. Toujours dans la palette contrôle, on choisit le bloc si. Alors, pour intercepter, pour capter le fait que l'on touche ou que l'on appuie le clavier, il faut aller dans la notion de capteur. Dans la palette capteur, on a une instruction qui s'appelle touche espace pressé. Nous allons la prendre et la glisser à l'intérieur du si, comme ceci. Voilà, à l'intérieur de l'instruction. Au lieu de la touche espace, nous, ce qu'on souhaite, c'est la flèche droite ou la flèche gauche. On va commencer par la flèche droite. Souvenez-vous, dans la partie juste avant où je vous ai présenté la notion d'axe dans Scratch, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, pour aller vers la droite, il faut augmenter la valeur de x, c'est-à-dire la valeur des abscisses. C'est ce que nous allons faire. Lorsque nous allons appuyer sur la flèche droite, alors nous allons ajouter à la valeur des abscisses, à la valeur x, une certaine valeur. De retour dans la palette mouvement, on choisit ajouter 10 à x. Voilà, c'est-à-dire que lorsque l'on va appuyer sur la flèche droite, la valeur x va devenir la ancienne valeur plus 10.
Aujourd'hui, la valeur X de notre paddle est à 0. Dès que l'on va appuyer sur la flèche droite, 0 plus 10, elle va prendre 10. Une fois qu'on appuie une seconde fois, 10 plus 10, ça fait 20, etc., etc. Maintenant, pour aller à gauche, au lieu d'ajouter à X 10, on va lui retrancher 10. Alors seulement dans Scratch, il n'existe pas retrancher de 10 la valeur X. Il faut recommencer notre code. Donc si cette fois-ci, toujours dans la palette capteur, la flèche gauche est pressée, alors j'ajoute moins 10 à X. Maintenant, il semblerait que ce soit terminé au niveau du déplacement. Et si on essayait? Alors, cliquons sur le drapeau vert et utilisons les flèches gauche et droite du clavier. Alors, je vais à gauche. Très bien. Je vais à droite. Cela fonctionne aussi. Par contre, on remarque quelque chose d'important, c'est que le paddle, il disparaît de l'écran. Vous voyez. Alors pour éviter ça, on va lui fixer une limite de déplacement. Alors, pour faire ça, on va lui ajouter un test supplémentaire. On va dire que lorsque la flèche droite est pressée et que le paddle a atteint la limite de l'écran, alors on arrête de le déplacer. Alors comment on fait ça? C'est très simple. Tout d'abord, on va ajouter un opérateur. Puisqu'on dit lorsque la flèche droite est pressée et que sa valeur X est inférieure à 196, que l'on va donner de façon arbitraire, alors on peut continuer à avancer. Par contre, dès que sa valeur de X est supérieure à 196, il ne pourra plus avancer. Alors pour faire ça, c'est très simple. On enlève ce code-là, pour l'instant. Dans la palette opérateur, on choisit le bloc E. On y ajoute à l'intérieur lorsque la touche flèche droite est pressée et que sa valeur en abscisse est inférieure à 196. Alors pour faire ça, on a un petit bloc supplémentaire qui est ici, hop, inférieur à 196. X, rappelons-le, c'est l'axe des abscisses. Alors il faut choisir dans la palette mouvement le bloc abscisse et venir l'ajouter dans ce bloc de comparaison. 196, c'est la valeur qu'on mettra par défaut. On choisit ensuite l'ensemble du bloc et on vient le mettre dans le test. Donc si la flèche droite est pressée et que sa valeur X est inférieure à 196, alors je peux continuer à me déplacer, puisqu'on peut continuer à ajouter 10 à X. Même chose pour la flèche de gauche, mais cette fois-ci, le bord inférieur, donc moins 196. On y va, c'est parti. Alors, hop. Axe des abscisses, nous le rajouterons après. On va ajouter cette fois-ci, et voilà, l'axe des abscisses. Donc dans la palette mouvement, on rechoisit l'axe des abscisses. Et là, c'est moins 196. Rappelez-vous, l'axe va de 0 à 240 et de 0 à moins 240 pour la partie gauche. Donc si la flèche gauche est pressée et que sa valeur est supérieure à moins 196, alors on peut continuer à se déplacer. Testons en présent. On va voir si ça fonctionne. C'est parti. Drapeau vert. Le paddle se centre. Je déplace avec ma flèche droite. En effet, il ne disparaît plus.
partie gauche, c'est pareil, nickel. Nous y sommes arrivés. Maintenant, on va s'occuper du ballon. Alors, le ballon, on souhaite que le ballon arrive du haut de l'écran, comme ceci, et puis tombe à la verticale. Il peut apparaître ici, il peut apparaître là, ou bien encore là, ou là, on ne sait pas. Donc, cette notion d'apparition, dite un peu au hasard, c'est de l'aléatoire. Terme important aussi en programmation, l'aléatoire, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Positionnons-nous donc sur le ballon et dans la palette événements, choisissons lorsque le drapeau vert est cliqué, eh bien on va le cacher. Alors cette action cachée, on le trouve dans la palette apparence. Alors pourquoi allons-nous le cacher? Tout simplement, au début du jeu, on ne souhaite pas voir où va se trouver le ballon. Donc au départ, on le cache. Tout comme tout à l'heure, tant que le jeu n'est pas terminé, on va créer des ballons qui vont venir apparaître sur la scène. Donc tant que le jeu n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'on va répéter cette action de façon indéfinie jusqu'à ce que le jeu soit terminé. On va créer des ballons. Alors on pourrait créer autant de lutins qu'on souhaite créer de ballons, sauf que c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait gérer le code sur chaque ballon. Et surtout, on ne sait pas combien de ballons vont apparaître, puisqu'on ne connaît pas combien de temps le joueur va jouer. La chose à faire pour ça, c'est d'utiliser des clones. Alors, toujours dans la partie contrôle, on utilise le bloc créer un clone de moi-même. Donc, lorsque j'ai cliqué sur le bouton vert, je me cache et de façon indéfinie, je crée un clone de moi-même. Seulement, si on laisse ça comme ça, le ballon va se créer indéfiniment toutes les millisecondes et on va avoir plein de ballons qui risquent de saturer le jeu vidéo et le jeu ne sera plus jouable. Alors pour faire ça, on va juste rajouter une petite pause qui sera utile et qui permettra en fait de temporiser, de dire bon, ben, on va faire une petite pause de 3-4 secondes avant l'apparition du ballon suivant, ce qui permettra également aux joueurs de prendre le temps d'aller attraper le premier ballon avant qu'il ne franchisse la ligne d'arrivée, la ligne de but. Donc là, on va mettre une attente de 3 secondes. Maintenant que notre ballon est caché, que de façon aléatoire, enfin pour l'instant de façon indéfinie plutôt, on crée des ballons toutes les 3 secondes, il va falloir choisir une position aléatoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'afficher à cet endroit ou à cet endroit? On ne le sait pas, on ne peut pas déterminer, ce sera le logiciel Scratch qui le fera pour nous. Pour ça, on va créer une variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui permet en fait de stocker la valeur dans la mémoire de l'ordinateur. Et à quoi ça va nous servir de stocker une valeur? Ça permet de dire, je veux garder en mémoire où l'ordinateur a créé le ballon. Ça va surtout nous servir pour la suite, c'est-à-dire, est-ce que je peux partir du point où le ballon est apparu pour aller jusqu'en bas? Si oui, ça veut dire que si j'ai franchi la ligne de but, je marque un point en tant que joueur de ballon. Ou je perds un point si je suis gardien. Par contre, si lorsque je descends de ce point et que je touche le paddle, dans ce cas-là, moi en tant que gardien de but, je marque un point. Créons donc cette variable, c'est tout simple, on va dans la palette données. On clique sur le bouton créer une variable, et puis on va la nommer x point de départ du ballon. Voilà, ça va nous permettre de savoir à quel endroit, sur l'axe des X, le ballon est apparu sur la scène. Elle s'applique pour tous les lutins, puisqu'on va en avoir besoin pour tous les lutins. C'est-à-dire que le paddle va pouvoir savoir à quel endroit est apparu le ballon. Une petite subtilité, vous voyez qu'ici, en haut à gauche, la variable s'est affichée.
On n'a pas besoin, donc pour la cacher, il faut décocher ici l'option et elle se cache automatiquement. Voilà. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte que le ballon apparaisse de façon indéfinie toutes les 3 secondes. On a créé une variable qui va permettre de stocker sa position d'apparition. Dans la palette contrôle, on va choisir quand je commence comme un clone. C'est-à-dire que le code d'avant, il dit créer un clone de moi-même. Très bien. Donc je me crée en tant que clone. Et qu'est-ce qui se passe quand je me crée en tant que clone? Eh bien, c'est ce qu'on va définir maintenant. Quand je me crée ou quand je commence comme un clone, je vais, donc dans la palette données, prendre le bloc mettre x point de départ de ballon à un nombre aléatoire. Alors pour choisir un nombre aléatoire, hop, on va dans la palette opérateur et on choisit le bloc nombre aléatoire. Hop. Nombre aléatoire, on va choisir entre moins 204 et 204. Donc là, dans la mémoire de l'ordinateur, on aura choisi une valeur x de point d'apparition du ballon. Maintenant qu'on l'a choisi, on va indiquer au ballon de se rendre à cette position. Donc dans la palette mouvement, on choisit le bloc, alors aller à x, y comme on a pris tout à l'heure. Voilà, ici. Y, on va le dire par défaut, c'est 145. Donc c'est-à-dire que c'est tout en haut de l'écran. Et x, ça va correspondre à la valeur qui aura été choisie de façon aléatoire. Donc dans la palette données, on prend la variable que l'on a créée, et on vient le mettre à la valeur x. Une fois que la valeur a été choisie, que le ballon s'est déplacé, ben maintenant on peut le montrer. Donc dans la palette apparence, on choisit le bloc montrer. Alors on peut essayer pour voir un peu ce qui se passe. Essayez. Voilà, on constate que toutes les 3 secondes, un ballon se crée avec une position à chaque fois différente. Bon, parfois ça peut être la même, hein, c'est la notion d'aléatoire, on peut tirer 2 fois la même position. Donc nous avons tous les éléments nécessaires maintenant pour faire apparaître des ballons. Il ne nous reste plus qu'à les faire tomber vers le bas de l'écran pour qu'ils franchissent la ligne de but. Donc je stoppe le jeu en cliquant sur le petit panneau rouge. Toujours en sélectionnant le ballon, le butin ballon, dans la partie script, la partie de code, on va maintenant le faire tomber du haut de l'écran. Alors comment ça fonctionne? On va, en tant que clone, se créer en haut de l'écran, on va se montrer, voilà, je suis un ballon, je me montre, je suis en haut, et ensuite, on va répéter de façon indéfinie une chute du ballon, c'est-à-dire qu'on va diminuer, comme on l'a fait tout à l'heure pour avancer le panel, mais cette fois-ci on va diminuer la valeur des ordonnées et donc de la valeur x. Hop. Toujours pour des questions de jeu, que ce soit jouable et non pas bloquant pour le joueur, on va créer le ballon, l'afficher et on va attendre moins d'une seconde, donc 0,5 secondes, avant d'entamer cette chute. Donc je répète indéfiniment, donc toujours dans le bloc contrôle, je choisis, dans la palette contrôle, je choisis le bloc répéter indéfiniment, et j'ajoute, cette fois-ci dans la palette mouvement, je prends le bloc ajouter à y, non pas une valeur positive, sinon il va monter, donc une valeur négative, on va faire moins 10. Est-ce que cela fonctionne? C'est ça qu'on va voir. Lorsque je clique sur le bouton vert, drapeau vert, c'est parti. Voilà, donc ça semble fonctionner, tout semble ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant par rapport
à ce jeu par rapport au ballon, c'est gérer les collisions. C'est-à-dire que lorsque le ballon va toucher la ligne blanche, mais il faut qu'il disparaisse de l'écran. Sinon, vous voyez, on a une accumulation de ballons tout en bas, et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Alors pour faire ça, donc je stoppe le jeu. Lorsque je commence comme un clone, on reprend le code, je choisis un point de départ au hasard, je me positionne à ce point de départ, et je chute du haut de l'écran. Si, en tant que ballon, je touche la ligne blanche, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me supprimer de la scène. Alors pour faire ça, on va utiliser la palette contrôle, et dans cette palette, prendre le bloc Si. Donc je répète, si je touche la couleur blanche, alors on a quelque chose d'important dans Scratch. On pourrait coder, dire si je touche la ligne blanche, mais seulement on n'a pas créé cet objet, on n'a pas créé ce lutin, on l'a juste dessiné sur la scène. Donc pour faire en sorte que la collision du ballon soit gérée, il existe dans la palette capteur un bloc qui s'appelle couleur touchée. Vous voyez? Donc je vais prendre ce couleur touchée. Donc si, là dans notre exemple, la couleur bleue est touchée, alors je fais quelque chose. Nous, on n'a pas de couleur bleue, on n'a que du vert ou du blanc. Donc si le ballon touche la couleur blanche, c'est-à-dire la couleur de la ligne, il doit disparaître. Je sélectionne donc le carré bleu. Vous voyez, le pointeur devient une main et je clique sur la ligne blanche. Et de ce fait, le code a changé. C'est si la couleur blanche est touchée, alors je dois faire quelque chose. Eh bien, dans la palette contrôle, cette fois-ci, je choisis le bloc supprimer ce clone. Donc ce qui va se passer, c'est que le ballon va se créer en haut de l'écran, il va tomber, et dès qu'il va toucher la ligne blanche, il va se supprimer. Alors le seul moyen de savoir si ça fonctionne, c'est de le tester. On y va, on clique sur le drapeau vert. Il semblerait que cela fonctionne aussi. C'est plutôt sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une petite chose, gérer la collision avec le paddle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je lance le jeu, que je me déplace, j'essaye d'attraper le ballon, il ne se passe rien. Le jeu n'a pas de finalité en soi. Combien de points, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des choses en plus? Est-ce que le paddle s'agrandit? Est-ce que le paddle diminue? Est-ce que je gagne des points? Voilà. Ce que l'on va faire, c'est faire en sorte que lorsque le paddle touche le ballon, un nombre de points est gagné. Alors pour faire ça, on retourne dans la palette données et on crée une nouvelle variable qui va s'appeler score. Là encore, la variable, ça sert à stocker des données numériques ou des données alphabétiques et de les garder en mémoire de l'ordinateur. Donc là, on va créer une variable score qui permettra de stocker le score dans la mémoire de l'ordinateur. Faut-il cacher cette variable? Non, parce que c'est important pour le joueur de savoir quel score il a tout au long de la partie. Donc on va la laisser afficher. Pour gérer le score, c'est lorsque le paddle touche le ballon, on va augmenter ce score de 1, de 2, de 5, de 10, ça je vous laisserai choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi 1. On va mettre 1, on va mettre 10, en fonction de ce que vous choisissez. Donc on a vu tout à l'heure que si la couleur blanche est touchée, alors le ballon disparaît de l'écran. On pourrait se dire, comme le paddle est vert, lorsque le ballon touche la couleur verte, il disparaît. Et je gagne un point. Sauf que, si on observe bien, le terrain est également vert. Alors, en effet, ce n'est pas le même vert, mais cela pourrait occasionner des bugs, des problèmes. Votre jeu pourrait disparaître, le ballon pourrait disparaître dès le début du jeu, parce que pour lui, c'est la couleur verte. Alors, on va faire autrement.
au lieu d'utiliser la couleur, comme on a créé un lutin qui s'appelle paddle, si on va dans la palette capteur, on a le premier bloc qui s'appelle pointeur de souris touché. Si on déploie un peu, si on déploie la liste déroulante, on voit que le dernier élément s'appelle paddle. C'est-à-dire que dans Scratch, on peut dire que si mon paddle est touché, donc si le lutin paddle est touché, alors je fais quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va utiliser à présent la palette contrôle, toujours dans le code du ballon. On va venir ajouter en dessous du bloc de la couleur touchée, si mon paddle est touché, donc capteur, hop là, si mon paddle est touché, alors qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je vais augmenter mon score. Alors, pour faire ça, je vais aller dans l'onglet données et je vais ajouter une valeur à mon score. Alors vous voyez, moi j'ai choisi 1, mais à vous de choisir la valeur que vous souhaitez. C'est-à-dire que lorsque le ballon va toucher le paddle, on peut gagner 10 points, on peut gagner 1 point, on peut gagner 20 points. C'est à vous de voir. En plus de ça, ce qui sera important, c'est que le ballon ne reste pas affiché sur la scène. Sinon, on va avoir également une accumulation de ballons. Donc, il faut supprimer le clone du ballon. J'espère que ça va pour vous. Comme on est en direct, c'est pas évident de répondre aux questions instantanément, de vous aider à distance, c'est pas facile. Donc si on résume, qu'est-ce que l'on a fait depuis le début? On a créé une scène dans Scratch, que l'on a customisée. On a créé un fond vert pour imiter la couleur du gazon. On a ajouté ensuite deux lutins. Un lutin paddle et un lutin ball soccer qui servait en fait de ballon. Ce qu'on a également fait sur la scène, c'est qu'on a ajouté une ligne blanche qui représente la ligne de but. La première action qu'on a faite, c'est de faire en sorte de déplacer le paddle. Dans Scratch, on a le bloc qui s'appelle quand le drapeau vert est cliqué. En fait, c'est lorsque je lance le jeu, eh bien, il se passe une action. C'est l'action de démarrage du jeu. Là, on a dit, lorsque je lance le jeu, lorsque j'exécute le jeu, le paddle doit se déplacer et aller à la position X égale 0 et Y égale moins 140. Alors, je vous rappelle, au niveau du positionnement, X, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, pour aller de droite à gauche. Y, c'est l'axe des ordonnées, pour aller de haut en bas, l'axe vertical. Ensuite, on écoute ce qui se passe sur le clavier. On écoute de façon indéfinie. Donc, on répète indéfiniment. Et qu'est-ce qu'on répète indéfiniment? Le fait d'écouter si j'appuie sur la flèche droite ou si j'appuie sur la flèche gauche. Si j'appuie sur la flèche droite et que ma position est inférieure à 196, je peux me déplacer à droite. Alors pourquoi 196? C'est une valeur qu'on a choisie pour faire en sorte que le paddle ne disparaisse pas de l'écran lorsqu'il va à droite. Et la même chose lorsqu'il va à gauche, mais cette fois-ci de façon négative, moins 196. C'est-à-dire que lorsque j'appuie sur la flèche gauche, il faut que ma valeur X soit toujours supérieure à moins 196. En quelques lignes d'assemblage de code de blocs, on a réussi à faire un déplacement. Ce qu'on a fait ensuite, c'est coder la partie nécessaire au ballon. Toujours lorsque je lance le jeu, je cache le ballon. Le lutin ballon, on n'a pas besoin ni envie de le voir sur la scène, puisqu'en fait au départ on est juste un gardien, on attend que le ballon arrive, on ne sait pas où il va arriver. Donc comme on ne sait pas où il va arriver, on a une notion d'aléatoire que l'on a utilisée pour choisir sa position sur l'axe horizontal. Le jeu se lance et je crée toutes les 3 secondes un clone de ballon. Et lorsque je crée ce clone, je choisis un point sur l'axe horizontal, un point de façon aléatoire entre moins 204 et 204. Une fois que j'ai choisi ce point, je dis au ballon de se déplacer à ce point-là. Donc X au point choisi et Y 145 qui correspond en fait à la position haute de l'écran. Une fois que j'ai ma position, que je me suis déplacé à cet endroit, je me montre. J'attends 0,5 secondes et tout de suite j'entame ma chute.
Voilà, je répète indéfiniment. C'est-à-dire que je chute de moins 10, moins 10, moins 10, moins 10. Donc au départ, il est à 145. Ensuite, moins 10, 135, 125, 115, etc. Jusqu'à toucher la ligne blanche ou toucher le paddle. Si je touche la ligne blanche, donc si la couleur blanche est touchée, alors je disparais de l'écran et puis il ne se passe rien. Par contre, si je touche le paddle, dans ce cas-là, j'ajoute un score. Ici, j'ajoute un point et je disparais de l'écran. Voilà, en quelques lignes de code, de lignes d'assemblage, on a codé un premier jeu vidéo. Alors on va essayer de le tester, puis peut-être qu'il y a des choses encore à perfectionner. Regardons. Alors je vais le mettre en plein écran. C'est parti. Là je gagne un point, donc c'est très bien, ça correspond. Là je l'évite exprès, je gagne pas de points. Hop, 3 points. Je suis pas très fort, donc hop, je ne l'attrape pas, etc., etc. Relançons le jeu et regardons ce qui se passe. Regardez, le score est à 5. Je relance mon jeu. Le score reste toujours à 5. Alors que lorsqu'on démarre le jeu, normalement, le score doit revenir à 0. Alors, ce n'est pas un bug, c'est juste que nous avons oublié d'initialiser la variable, c'est-à-dire de donner une valeur au démarrage, une valeur au score au démarrage. Alors pour faire ça, on va cliquer sur la scène qui est à gauche et on va aller dans la partie script. Lorsque j'appuie sur le bouton vert, sur le drapeau vert, je vais réinitialiser la valeur du score. Donc je vais dans la donnée, dans la palette données, et je mets le score à 0. Donc à chaque fois que je vais lancer le jeu, le score sera toujours égal à 0. On essaye pour voir si cela fonctionne. Le score est à 7, je lance le jeu 0. Très bien. Très bien, donc cela fonctionne très bien. Donc je stoppe le jeu, je reviens à mon code. Bon, seulement, ce qui se passe, c'est que là, vous avez les ballons qui tombent, on l'attrape, on gagne un point et ça peut durer des heures. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé de limite de temps. Et on va rajouter un peu de challenge. On va dire que le jeu dure 30 secondes, 20 secondes, 50 secondes. Ça permettra en fait de donner un peu plus de piquant au jeu, de faire en sorte d'avoir un maximum de points sur un temps imparti. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va rajouter une nouvelle variable, vous avez l'habitude. Hein. Donc toujours dans la palette données, on crée une variable qui s'appelle temps. Hop. Pareil, au démarrage, il faut que ce temps soit égal à une valeur qu'on aura fixée. On va dire que le temps de jeu sera égal à 50 secondes. Ou même, pour les questions de test, on va mettre 10 secondes. Donc je prends dans la palette données le bloc mettre temps à, et là je mets 10. Comment fonctionne un temps de jeu? Au départ, on fixe une valeur, ici 10, 20 ou 30. Et puis toutes les secondes, on va retrancher 1 à cette valeur. Donc il fait 10 secondes. Une seconde plus tard, il fera 9. Une seconde plus tard, il fera 8, etc. jusqu'à 0. Donc en fait, on doit répéter cette action jusqu'à ce que la valeur temps soit égale à 0. Donc dans la palette contrôle, on choisit répéter jusqu'à. On va répéter jusqu'à ce que le temps soit égal à 0. Donc, on va dans la palette opérateur. On a le bloc égal à 0. Qu'est-ce qui doit être égal à 0? C'est bien le temps. Donc on retourne dans la palette données et on choisit la variable temps. Jusqu'à ce que le temps soit égal à 0, j'attends une seconde et j'enlève 1
à la variable temps. Alors on y va. Dans la palette contrôle, j'ajoute le bloc attendre une seconde. Répéter jusqu'à ce que le temps est égal à 0. J'attends une seconde, puis j'enlève 1 à la variable temps. Donc dans Scratch, il n'y a pas retrancher, retirer, soustraire, c'est toujours ajouter. Et pour soustraire, en ajoutant, il suffit de mettre un moins devant. 10 plus moins 1 égale 9. Voilà. Jusqu'à ce que le temps est égal à 0, j'attends une seconde, j'enlève 1. Et une fois qu'on est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Je stoppe tout. Donc dans la palette contrôle, vous avez un bloc qui s'appelle stop tout, que j'ajoute, et ça va stopper net le jeu. On va pouvoir essayer. On y va. Est-ce que ça fonctionne? Le grand test. Donc mon score à l'écran est égal à 2. Le temps est égal à 0. On va voir si, lorsque je lance le jeu, le score va devenir 0 et le temps va passer à 10. Et ensuite, il va se décrémenter toutes les secondes jusqu'à avoir 0. 7, 6, alors j'ai gagné un point, très bien. 3, 2, et voilà, 0. Donc j'ai fait un score de 2 en 10 secondes. Et vous voyez, j'ai beau appuyer sur les touches de mon clavier, il ne se passe plus rien. Le jeu s'est arrêté. C'est exactement ce qu'on veut. Alors si on résume ce que l'on a fait depuis le début, je vous l'ai dit, nous avons créé une scène, on met une ligne qui symbolise la ligne de démarcation des buts, on a utilisé un paddle, un lutin paddle qui symbolise donc le gardien. On a mis du code sur le paddle pour le déplacer, on a rajouté aussi du code sur le lutin ballon, et en complément, sur la scène, on a ajouté une notion de score que l'on a initialisé à 0, c'est-à-dire qu'au départ du jeu, le score va être égal à 0. Et on a aussi ajouté une notion de temps, c'est-à-dire qu'on a un temps de 10 secondes. Alors moi, je vous conseille de le mettre à 50 secondes pour pouvoir tester correctement le jeu et que ce soit un peu jouable aussi. Vous mettez 50 secondes, et puis, toutes les secondes, cette valeur va diminuer jusqu'à atteindre 0. Et lorsqu'on a atteint 0, le jeu s'arrête. Et bien voilà, ce Facebook Live touche à sa fin. Alors c'était un peu compliqué pour moi, je l'avoue, parfois des hésitations, c'est une grande première. J'espère que ça vous a plu, que les explications sont assez claires. Alors comment continuer à utiliser ce Facebook Live? C'est très simple, je vous invite à liker, à partager, ça c'est les choses de base. Et surtout d'ici quelques temps, si vous vous abonnez à la newsletter de Junior Maker Place, www.juniormakerplace.fr, ainsi qu'à la chaîne Facebook, je vous enverrai un PDF qui sera en fait à l'image du livre Amazon, un e-book Amazon que je vais sortir d'ici quelques temps sur ce jeu, et vous pourrez retrouver en plus des fonctions complémentaires, notamment on va pouvoir ajouter la notion de vie au jeu. Lorsque je perds un ballon, je perds une vie, et que j'ai perdu 3 vies, le jeu s'arrête. On pourra également ajouter des fonctionnalités de complexité. Les ballons vont descendre plus ou moins vite. Donc tout ça, c'est des choses qui seront décrites dans ce PDF. Donc moi, je vous l'enverrai si vous vous abonnez donc à la chaîne et également si vous partagez. Et je vous dis donc maintenant à très bientôt pour un second Facebook Live. On essaiera de faire quelque chose de différent, peut-être quelque chose basé sur de la robotique, de la construction. En espérant que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de continuer. Consultez également le site, vous voyez, si vous habitez la région lilloise, il y a des animations d'ateliers sur cette notion de programmation de robotique. En tout cas, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi ce Facebook Live et bon jeu à tous.